exceptionnel pour conclure cette très belle édition de Futurapolis Santé. Donc, je vous demande d'accueillir et d'applaudir Pascal Bruckner, philosophe et auteur. Le titre de son dernier ouvrage, Une brève éternité, philosophie de la longévité, paru chez Grasset. Et donc, Monsieur Bruckner sera interviewé par Étienne Gernel, le directeur général du Point, sur le sujet donc des aînés actifs et fiers de l'être. Bien, bonsoir, bienvenue pour ceux qui... En fait, c'est vous qui me dites bienvenue parce que c'est moi qui arrive, c'est nous qui arrivons. Et on est ravis d'avoir Pascal Bruckner avec nous, d'abord en général, parce qu'il est non seulement intelligent, mais charmant et sympathique et drôle. Il publie un livre qui est absolument formidable et que je vous recommande, Une brève éternité, c'est chez Grasset. Et c'est excellent, c'est une espèce de voyage philosophique au travers, non pas des âges, mais de l'âge. Et comment est-ce qu'on vieillit, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça change à notre civilisation. C'est absolument passionnant, c'est souvent drôle, souvent cruel, un peu dégueulasse même d'ailleurs, il faut dire parfois. Hein, oui, pas trop quand même. Ouais, quand même un peu. Et puis on apprend des tas de choses. C'est un voyage philosophique, on apprend sur Sartre, sur Foucault et Bismarck, par exemple. On aura l'occasion d'en parler. Mais bon, moi j'ai trouvé ce livre absolument passionnant et fondamental, parce que c'est une donnée fondamentale de la société. Néanmoins, ça ne m'empêche pas de commencer moi-même par une question un peu dégueulasse. La question dégueulasse, c'est quand même, vous, les baby-boomers, qui êtes arrivés en 68 en disant « les vieux, dégagez, on prend la place, on se met, et maintenant il y a de la place que pour les jeunes, vous êtes dépassés, la génération de la résistance écartée. Et maintenant, vous arrivez, et vous nous dites « mais attendez, pendant après 60 ans, on peut faire des choses formidables, c'est bien, donc ceux que vous avez dégagés, ils sont tous morts maintenant, ou presque, hein, ceux que vous avez dégagés au nom du jeunisme en 68, et vous nous refaites le coup maintenant, dire non mais les jeunes, ça va, on peut avoir une vie après 60 ans, et ça va être bien. » Vous vous moquez de nous, quoi? Non, mais on évolue selon le temps, et c'est vrai que les années 60 se sont fondées sur un mot d'ordre d'un activiste américain qui s'appelait Jerry Rubin, c'est « ne faites jamais confiance à une personne de plus de 30 ans ». Alors évidemment, on est arrivé à la trentaine et on s'est dit que peut-être le mot d'ordre était un peu cruel. Donc on a repoussé l'échéance à 40. Et puis chaque fois, évidemment, à chaque décennie, on se disait non, il n'y a pas de raison d'en finir avec la vie. Mais c'est vrai que la génération des baby-boomers a été très gâtée. Elle a été gâtée historiquement parce qu'elle a échappé à toutes les guerres. Elle a connu la prospérité. Mais elle a fait un semblant de révolution avec mai 68 qui a été plutôt une révolution du désir qu'une révolution prolétarienne. Ça, le prolétariat était juste une idée, comme le tiers-monde. Simplement, je pense que nous avons tenté de réinterpréter la jeunesse et aujourd'hui, nous sommes peut-être, malgré nous, en train de réinventer la vieillesse, c'est-à-dire de trouver à cet âge que nous détestions quand nous étions jeunes, des charmes qu'il possède effectivement, et pour une raison simple, c'est que nous avons gagné, enfin nous, l'humanité occidentale a gagné de 20 à 35 ans d'espérance de vie supplémentaire. Et ça change tout, parce que ce n'est pas une espérance de vie en mauvaise santé, c'est une espérance de vie en relative bonne santé pour ceux qui en profitent. Et effectivement, c'est une profondeur temporelle que ne connaissaient pas mes parents, donc vos grands-parents, ni mes grands-parents, et qui était inespérée, puisque la génération de nos géniteurs avait comme mot d'ordre, c'est qu'à partir de 50 ans, ils endossaient le costume de la vieillesse. C'était vraiment un costume, c'était un uniforme, c'était une série d'attitudes, et ils rentraient dans le rang, parce que pour eux, l'essentiel était fait. Et 50 ans aujourd'hui, 60, voire 70, et voire au-delà, puisqu'on voit de plus en plus des centenaires pétulants, c'est la vie qui continue et non pas la vie qui s'interrompt ou qui s'enlise dans une voie de garage. Alors justement, on va y venir parce que dans la vie qui continue, il y a un facteur que vous décrivez comme fondamental. Vous dites que le désir est un facteur de rajeunissement, de l'âme et du cœur. Donc on parle du désir, on parle du sexe qui prend une place quand même relativement importante dans votre livre. Et alors maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour bien vieillir, il faut coucher? Écoutez, ça n'est pas obligatoire, mais ça n'est pas non plus interdit. C'est ça le problème. C'est-à-dire que la vieillesse,
c'est une utopie de la part des générations qui sont avant elle. C'est l'idée que finalement le désir, qui est un tourment, nous quittera petit à petit comme on enlève un vêtement et qu'on sera enfin débarrassé de la concupiscence, des envies malsaines et qu'on pourra donc évoluer dans un univers de dignité. On sera des hommes et des femmes sans corps et qui ne considéreront plus avec envie les ébats des uns et des autres. Alors, c'est comme toute utopie, elle est évidemment assez fausse et on se rend compte quand on passe les principales étapes, 40, 50, 60 et au-delà, que heureusement ou malheureusement, le désir est toujours là, que les autres nous émeuvent, à la fois physiquement et moralement, et que puisque la science nous donne les moyens de continuer à désirer et à avoir du plaisir, pourquoi diable s'en priver? J'ai fait hier un débat avec un philosophe, Robert Heidegger, qui, dans un livre, lance toute une diatribe contre le Viagra et les traitements hormonaux pour les femmes et les cosmétiques pour les femmes. Et vous les soutenez, hein? Et comment? Vous êtes pour le Viagra? Oui, en tout cas, je ne suis pas contre. Je pense que si on en a besoin, pourquoi ne pas y recourir? Il a rompu la paix de bien des ménages, mais effectivement, il permet donc de se prolonger dans l'univers de l'étreinte amoureuse, et de même que les femmes continuent à faire l'amour au-delà de l'âge de la ménopause, qui était traditionnellement le couperet. On était rangé des voitures et ça y est, on acceptait d'entrer dans la décrépitude. Donc, ce sont des possibilités nouvelles qui s'offrent à chacun d'entre nous, à condition évidemment d'avoir un cœur en relativement, là aussi, bonne santé, mais ces possibilités ne sont pas obligatoires et elles sont quand même enivrantes, me semble-t-il, parce que pourquoi l'arrivée à un certain stade de la vie signifierait-elle la privation de tout ce qui fait le sel de cette existence? Et l'amour en fait partie. Quand je parle du désir, ce n'est pas simplement le désir sexuel, comme Étienne voudrait me le faire dire, avec un sourire coquin, mais c'est le désir en tant qu'appréhension totale de l'existence, c'est aussi la faculté de tomber amoureux et de retomber. Moi, j'ai eu un père qui a eu la chance de retomber amoureux d'une femme à 80 ans après avoir enterré ma mère, donc je comprends parfaitement cette pulsion et je ne lui en ai pas voulu, au contraire, parce que je pense que cette faculté d'attachement et de liaison, c'est une manière de supporter l'âge et les tourments physiques qui l'accompagnent. Mais il me semble que la jeunesse est romantique, mais il arrive aussi à la vieillesse d'être sublime, quand par exemple, et je le cite dans mon livre, André Gorz, qui était un militant communiste et écologiste de la génération d'avant la mienne, donc c'est vous dire à quel point ça date, a décidé de se suicider avec son épouse qui était malade et qui était condamnée, parce que, disait-il, je ne conçois pas la vie sans elle. Donc voilà, il peut y avoir même, au-delà d'un certain âge, il peut y avoir des gestes qui sont assez merveilleux, puisque là, ce que l'âge nous apporte, en quelque sorte, c'est le souci philosophique, c'est-à-dire que à partir du moment où on atteint les 50 ans et qu'on est donc vraiment face à la brièveté de la vie, à 50 ans, on a l'espérance de vie d'un homme ou d'une femme du XVIIe siècle. Vous savez, Joubert, un historien qui s'appelle Pierre Joubert, explique qu'en 1664, date du couronnement, enfin de l'intronisation de Louis XIV, l'espérance de vie en France est de 26 ans. Et les cimetières sont au centre des villages, ce qui veut dire que la mort est au centre de la vie. Or, aujourd'hui, évidemment, tout cela a été balayé et nous sommes, nous, plutôt des militants de la vie plutôt que des gens obsédés par la mort. Par conséquent, je salue cette innovation, ces nouveaux possibles qui nous sont offerts et je ne vois pas au nom de quoi on se priverait de tous les progrès que la médecine, la science, la chimie nous offrent parce que c'est quand même... nous ressentons quand même la joie absurde d'être encore vivants à un âge où nos ancêtres avaient déjà un pied dans la tombe. Mais néanmoins, vous décrivez dans votre livre la manière dont c'est reçu dans la société, c'est-à-dire pas toujours très bien. Vous parlez de l'irrecevabilité d'un désir qui devrait avoir honte d'exister. C'est quand même violent. Oui, c'est-à-dire que
Dans la littérature, il y a une moquerie dans la littérature, dans la peinture, dans la musique. Il y a toujours une sorte de moquerie pour les vieux barbons qui essaient de séduire des jeunes filles ou pour les vieilles coquettes qui essayent d'enrôler des jouvenceaux et de les faire tomber dans leur lit. Et donc c'est un thème qui est courant depuis, je pense, Aristophane jusqu'à aujourd'hui. Et Théophile de Viau parle quelque part d'une vieille dame comme un sac d'os fétide. Donc on voit que c'est une violence incroyable. Mais tout cela a été vrai jusqu'à récemment. Et je pense que le désir des personnes au-delà de 50 ans est évidemment irrecevable parce qu'on estime que le privilège de la vieillesse serait justement d'être affranchi de tout appétit. Vous dites qu'on est en train de rompre la paix des ventres. Oui, voilà. Ce que le Viagra et les traitements hormonaux ont rompu, c'est la paix des ventres. C'est-à-dire cette idée qu'on va vieillir tous les deux dans le calme des sens avec son épouse ou son conjoint et que finalement on aura évacué le tourment principal qui ronge l'humanité depuis l'aube des temps. En réalité, ça n'est pas vrai. Je pense que le contraire de la sexualité, ça n'est pas la chasteté, c'est la fatigue de vivre. Et saint Augustin disait dans ses confessions, « Seigneur, accordez-moi la chasteté, mais pas tout de suite ». Eh bien, on pourrait dire que les quinquagénaires, les sexagénaires disent la même chose. « Accordez-moi un jour la chasteté, mais juste au bord du précipice. Avant, je veux continuer à exister dans toutes les dimensions de la vie. » Le couple Macron est un signe de cette évolution des choses? Oui, alors le couple, non, mais tout à fait. Alors au niveau de la sexualité, ça, on n'en sait rien. Mais... je ne me prononce pas, mais c'est vrai que le renversement du tabou, c'est-à-dire que Brigitte Macron ayant 25 ans de plus qu'Emmanuel, on voit bien que c'est quelque chose qui a fait un choc, qui a produit un choc dans la conscience mondiale, puisque on s'est moqué de ce couple jusqu'en Chine, jusqu'en Asie. Il y a eu les réactions extrêmement machistes de Bolsonaro et des différents membres du gouvernement brésilien, parce qu'il est admis, et encore avec des pincettes, qu'un papy à Catogan peut éventuellement cohabiter avec une gamine qui pourrait être sa fille, voire sa petite fille. L'inverse est irrecevable. Et je pense que nous sommes en train de vivre sur ce plan-là une révolution. C'est-à-dire qu'on voit très bien à travers le couple présidentiel que donc une femme peut vivre avec un homme de 25 ans de moins qu'elle, en être aimée depuis très longtemps. Et on s'aperçoit que dans ce domaine, celles qui ont véritablement cassé les préjugés, ce sont la plupart du temps soit des femmes de pouvoir, soit des comédiennes, soit des chanteuses, soit des artistes. Et donc on voit bien que dès qu'une femme a soit de l'argent comme un homme, soit du pouvoir comme un homme, elle est du même coup érotisée, presque autorisée à avoir des aventures ou des liaisons avec des hommes plus jeunes. Et donc c'est déjà, si vous voulez, je pense, une brèche dans un interdit. Vous savez, au moment où, je crois que c'est cette année, Madonna a posté une photo d'elle le jour de ses 60 ans, seins nus. Et alors sur Internet, il y a eu différentes réactions. Des féministes radicales ont dit c'est honteux, c'est une marchandisation du corps. Et puis sur Internet, quelqu'un a dit ma grand-mère n'aurait jamais fait ça. Ben oui, c'est sûr, ma grand-mère non plus ne l'aurait pas fait. Et même pas ma mère. Mais voilà, c'est un progrès. Pourquoi les gens, au-delà d'un certain seuil, seraient-ils interdits de se montrer et d'afficher leur concupiscence, pour reprendre un vieux mot du christianisme. Et alors cette tendance va de pair, me semble-t-il, avec autre chose. On parle beaucoup de gérontophobie, on dit qu'on est dans une société qui n'aime pas les vieux. C'est peut-être vrai, mais je crois que c'est en train de changer. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a aussi une gérontophilie. Et je fais référence à un film québécois qui est sorti il y a 2 ou 3 ans. On voit un jeune garçon qui travaille dans un hospice pour vieillards tomber amoureux d'un homme qui est en train de mourir et avoir avec lui une véritable liaison qui est faite à la fois de soins, de conversation et de caresses. Et qu'est-ce que c'est au fond que la gérontophilie? D'abord, c'est être ce que j'appelle moi des goûteurs de crépuscule. C'est aussi renverser ou bousculer un certain nombre de canons esthétiques qui n'accordent l'étiquette
du désir recevable qu'au corps impeccable, qui sont donc le corps des athlètes, des mannequins, comme si, passé une certaine frontière, disons la trentaine, nous étions en quelque sorte les recalés du désir recevable, parce que c'est une des conséquences de la révolution sexuelle, c'est qu'en promettant le plaisir pour tous, en réalité, elle a reconduit une sorte d'interdit. Un marché aussi, hein, Oui, qui par définition inégalitaire. Voilà, les moches, les vieux, tous les autres étaient en quelque sorte mis de côté et condamnés à faire tapisserie. C'est ce que Houellebecq avait très bien compris, c'est ce qu'on avait déjà noté avec Alain Finkielkraut dans le Nouveau désordre amoureux. Bah oui. La révolution sexuelle, mais pas pour tout le monde. Et là, c'est en train de changer, justement, parce que tout d'un coup, des hommes et des femmes peuvent devenir désirables pour ceux, évidemment, qui sont attirés par les corps imparfaits. Et je trouve que là aussi, c'est peut-être un changement presque anthropologique important. Alors, il y a un changement anthropologique qui a des conséquences, parce que auparavant, on prêtait à la vieillesse des qualités particulières, notamment la sagesse. Alors, vous vous rappelez que pour Platon, à partir de 50 ans, on était apte à voir le bien, et pour Kant, on était un philosophe qu'à partir de 60 ans. Est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir du coup un renversement complet? On peut avoir des vieux immatures. D'ailleurs, on voit aujourd'hui des gens qui ont 70 ans avec des trottinettes et qui s'habillent comme des adolescents. Et non, là, ça va. Et là, ça va, c'est sérieux. Est-ce qu'il n'y a pas un inversement? Une sorte de Benjamin Buttonisation de la vie? Voilà, oui, qui est dû au progrès de la médecine, c'est-à-dire que après la guerre de 14, après la boucherie monstrueuse qui a tué des millions de jeunes gens sur les ordres de généraux d'un certain âge, la jeunesse est devenue l'âge canonique par excellence, l'âge de l'intelligence, l'âge de la beauté, l'âge de l'invention. Et il faut évidemment compter là-dessus sur l'héritage de Rimbaud, de Freud et du surréalisme. Et avec la révolution des années 60, la jeunesse est devenue donc le seul âge désirable, le seul âge auquel tout le monde voudrait adhérer. Et cette attitude a donné lieu au jeunisme, donc cette espèce de symptôme des sociétés vieillissantes qui s'accrochent à toute force aux apparences de la jeunesse. Et donc effectivement, comme vous le dites, Étienne, on voit je vois tous les jours des grands-mères qui conduisent leurs petits-fils en trottinette à l'école. Je vois aussi des gens d'un certain âge qui ont le sac à dos simplement pour aller faire des courses, comme s'ils faisaient une expédition dans le Sahara ou qu'ils allaient grimper une montagne. Donc c'est assez drôle, l'habit du sportif et l'habit de l'homme ou de la femme en forme. Il faut avoir l'air en forme. Alors évidemment, il faut en rire, ça n'est pas gravissime, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus que deux âges et deux âges uniquement. Il y a la jeunesse, et puis hop, on bascule dans la vieillesse et on a oublié une période, c'est la maturité. Et donc, la maturité, effectivement, est la grande sacrifiée de notre philosophie des âges de la vie. Alors, moi, j'appelle ça l'été indien de la vie. C'est cette période entre 50 et 80 ans où on est tiraillé entre deux directions. Et je pense que c'est l'attitude qui est la mienne depuis maintenant 20 ans, et qui, me semble-t-il, résume un peu celle de ma génération, c'est la schizophrénie. C'est-à-dire que vieillir, c'est rester jeune, c'est la fameuse phrase d'Oscar Wilde. C'est-à-dire on sent cette jeunesse qui murmure à notre oreille, qui dit « mais non, tu n'as pas changé, mais pas du tout. Mais pourquoi tu dis ça? Mais allons, je t'en prie, sois raisonnable, continue à te conduire comme un vieil adolescent. » Et puis, ce sont les autres, à commencer par nos enfants, qui nous calment et qui réfrènent cette espèce d'adolescentisme éternel. Parce qu'il faut bien quelqu'un de raisonnable dans la salle, dans la maison. Oui, voilà, il faut qu'il y ait des gens raisonnables. Et donc, il me semble que l'été indien de la vie, pour moi, c'est un tiraillement ou une tension entre l'envie de garder la fraîcheur et la capacité d'étonnement de la jeunesse et l'initiative de la jeunesse, et puis aussi la conscience que, bon, on a quand même un certain nombre d'âges et un certain nombre d'années et qu'on ne peut pas jouer aux potaches ridées jusqu'au bout. Donc il y a des moments d'adolescence entre amis ou dans la convivialité des gens qui nous sont proches, mais on est quand même obligé de tenir son rang, et notamment dans les relations amoureuses, puisque je crois que le sujet vous intéresse. Je pense qu'on ne peut pas... Je ne pense qu'à ça, comme vous. Hein.
Oui, je ne sais pas. Mais on ne peut pas, au-delà d'un certain âge, se conduire, là encore, comme un jouvenceau pétulant et se croire irrésistible. J'ai beaucoup d'amis autour de moi, hommes et femmes, qui ont le sentiment que le temps n'a pas passé sur eux, alors qu'en fait, si. Et donc, il y a peut-être là une exigence de retenue ou de réserve qui marque le passage des ans. Mais pour le reste, cette tension, elle est féconde aussi. Elle n'est pas simplement stérile. Elle nous permet d'avoir un pied dans toutes les époques. Un pied dans une jeunesse qui est toujours là et qui continue à frapper au carreau, qui continue à nous dire « N'oublie pas tes rêves d'autrefois, n'oublie pas tes ambitions passées, n'oublie pas ce que tu as voulu faire, qu'as-tu réalisé ?» Et puis une convention qui n'est pas simplement une convention, qui est aussi une réalité physique, c'est-à-dire qu'on n'a pas à 60, 70 ans la pétulance d'un quadragénaire comme vous, Étienne. Voilà. Ouais, de moins en moins quand même. Hein. Comment ? De moins en moins de pétulance. Oui, mais ça va revenir, parce qu'il y a des périodes dans la vie. Mais alors moi je note quand même une espèce de changement climatique là, dans vos histoires d'âge. Parce que vous citez Jean Kelevitch, ne ratez pas le mois de juin radieux de la vie, c'est magnifique comme phrase, et vous en êtes à l'été indien, qu'en général on passe plutôt au mois de septembre. Il y a quand même un décalage des âges qui perturbe énormément les sociétés. Oui, alors cette phrase de Yankelevitch est magnifique, mais le mois de septembre, d'octobre et de novembre, peut-être... Entre Yankelevitch et Joe Dassin, il y a 3 mois quand même. Hein. Oui, mais ces mois-là aussi peuvent être tout à fait délicieux. C'est-à-dire que, voilà, nous vivons, quand on est jeune, j'ai vécu sur l'idée que 10 ans de plus, c'était la fin. Et puis je les ai atteints, et finalement, la fin a été toujours repoussée. Donc, il n'y a pas de barrière infranchissable, et c'est vrai, comme disait Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, on n'est pas plus quand on a 40, 50, 60, 70. Et l'extraordinaire, le merveilleux cadeau de l'existence, c'est justement qu'elle est une manière de repousser en permanence ses limites. Est-ce que je peux vous raconter une petite anecdote ? Cet été, j'ai fait avec un ami une montagne à 3200 mètres. Bon, j'ai un peu peiné, il y avait beaucoup de neige et du rocher. Et quand je suis arrivé en haut, il m'a dit « Ça y est, tu as passé le test du cocotier ». Je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est que ça, le test du cocotier ?» Il dit « Oui, dans certaines tribus, chaque année, on prend les vieux, on leur fait grimper au cocotier, on secoue l'arbre. Si le vieux tombe, évacué. S'il ne tombe pas, il est bon pour 1 an. Et dis donc, tu repasses l'année prochaine. » Alors, mais c'est atroce. Oui, c'est atroce, mais j'étais assez content. Je pense simplement que le test du cocotier, ça n'est pas 1 fois par an, c'est tous les jours, c'est dans la vie quotidienne que nous passons justement cette épreuve. Et que la manière de vaincre à la fois la maladie, la mort et la fatigue de vivre, parce que il ne faut pas oublier ces dimensions, il peut y avoir une fatigue de vivre, se gagne aussi au jour le jour dans la façon d'aborder ne serait-ce que le réveil. Moi, j'accorde de l'importance au réveil parce que selon la manière dont vous vous réveillez, vous pouvez vous réveiller en vous disant encore une journée atroce qui m'attend, ou au contraire, vous lever et vous dire c'est merveilleux, faire comme les stoïciens, je suis encore vivant, je remercie la providence de m'accorder une journée supplémentaire. Et puis tous les petits gestes de la vie, prendre une douche, faire son café, écouter la radio, lire les nouvelles, c'est une manière de renouer l'alliance avec le monde et les autres, de revenir dans son siècle et de dire, eh bien oui, on m'a accordé un sursis et c'est quand même merveilleux. Alors je voudrais quand même qu'on aborde un sujet que vous abordez dans votre livre, qui est celui de l'asymétrie entre les hommes et les femmes. Alphonse Allais disait les femmes vivent plus longtemps que les hommes, surtout les veuves. Et c'est vrai qu'elles vivent plus longtemps que les hommes, les femmes, mais vous dites que c'est plus mal reçu, qu'il y a une asymétrie, notamment les corps. Vous parlez des corps, vous disiez que le vieillissement des femmes est plus mal reçu que celui des hommes. Oui, c'est un peu le sujet dont on parlait tout à l'heure à propos de Brigitte Macron. C'est la fameuse phrase de Signoret. Yves Montand a des rides, on dit qu'il les mûrisse. J'ai des rides, on dit qu'ils me vieillissent. Hein, et ben alors ça, c'était dans les années 60-70. Donc les choses sont en train de changer. Hommes et femmes se soumettent aujourd'hui à la fois à des régimes, à des opérations chirurgicales pas toujours réussies, mais ce qui est une manière aussi de vaincre les effets dévastateurs du temps, comme disait Racine, des ans, l'irréparable outrage. Mais d'abord, l'asymétrie entre les hommes et les femmes n'est plus tout à fait vraie, puisqu'aujourd'hui, comme les femmes travaillent,
leur durée de vie se rétrécit. Elles sont soumises au même stress. Elle augmente moins vite en tout cas. Ouais. Voilà. L'écart se rétrécit. L'écart se rétrécit, mais je pense que cette asymétrie est en train de changer et que si l'on va par exemple sur les réseaux, si on a la curiosité d'aller sur les réseaux, on s'aperçoit que la manière d'exprimer ses désirs chez les femmes d'un certain âge ou même d'un âge certain est d'une crudité qui aurait, à mon avis, effrayé les féministes d'antan et surtout Simone de Beauvoir. Donc, oui, il y a toujours des préjugés, mais les choses bougent tout doucement. Alors, vous proposez dans votre livre une forme d'éthique de vie après un certain âge. Vous dites que faire? Vous posez la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous dites c'est un âge de calcul, on se demande ce qu'on doit faire, on compte, alors que quand on est jeune, on compte moins, on est peut-être un peu plus inconscient, on ne sait pas, on n'a pas l'expérience. Et vous dites là, c'est une autre vie, ce que vous racontiez, une autre vie nouvelle, totalement nouvelle, et on a l'expérience, et donc on calcule qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, c'est un vide terrible. Qu'est-ce que je dois faire ce que chantait, puisqu'on était dans la chanson, Étienne Dao, le premier jour du reste de ta vie, qu'est-ce qu'on fait? Et vous proposez une éthique de vie qui est absolument magnifique. Vous dites célébrer la splendeur du monde, ses éblouissements. Résider sur cette terre est un miracle, même si c'est un miracle menacé. Vous dites qu'il faut retrouver les enchantements nécessaires. Réjouissons-nous d'avoir duré et de pouvoir encore bénéficier des bontés du monde. Oui. Alors, la sensibilité à la beauté du monde est quelque chose qui m'est venu tardivement. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, j'avais l'impression que c'était un dû, donc qu'on me devait tout et que par conséquent, toutes ces merveilles que je voyais, ces voyages que je faisais, c'était la monnaie courante de mon existence. Et puis, en vieillissant, et c'est là aussi peut-être qu'il y a quand même une sagesse de l'âge, c'est qu'on sait mieux, en vieillissant d'abord, faire le travail de la nuance. La jeunesse est l'âge de l'absolu, donc parfois aussi de la sottise. C'est les jeunes que l'on enrôle dans les idéologies totalitaires. Sens de la nuance en vieillissant et sens du partage entre l'essentiel et l'accessoire. Donc c'est vrai que la beauté d'un matin dans un paysage merveilleux ou dans la montagne, la possibilité de revoir des amis, la possibilité de partager des moments extraordinaires avec les gens que l'on aime, ce sont des choses auxquelles on est plus sensible, tout simplement parce que l'on devient conscient du côté éphémère des choses. On ne sait jamais si finalement ces instants merveilleux que l'on a vécus vont se reproduire. Et donc c'est une éthique à la fois de l'instant, de la jouissance de l'instant, mais on espère toujours que cet instant ne sera qu'un passage et que demain, un nouveau jour se lèvera. Et donc, même un centenaire dit demain et fait des projets pour l'avenir, même si, évidemment, cela peut sembler déraisonnable au sens statistique du terme. Alors, ce que vous proposez est l'exact inverse de ce que vous décrivez comme l'éthique du djihadiste qui, dites-vous, ne croit pas à la vie avant la mort. Le djihadiste, en fait, c'est l'inverse exact du sage. Il ne croit pas à la vie avant la mort. Et d'ailleurs, il n'y en a pas de vieux. Les djihadistes, ils ont tous moins de 30 ans. Il y a peu de djihadistes de 50 ans. Enfin, peut-être qu'ils viendront. Ce sera les parents qui prendront la relève des enfants. Mais c'est vrai que le djihadisme est une idéologie jeuniste, totalitaire, intégrale. Et comme toutes les idéologies issues des religions, la vie après la mort a plus d'importance que la vie avant la mort. Je crois que nous avons fait un grand progrès en considérant qu'il était peut-être plus important de ne pas être mort de son vivant que vivant après sa mort. Est-ce que Macron est trop jeune pour être président? Oui, Macron était très jeune, mais il apprend vite. Et donc, il se mûrit. Il mûrit au fur et à mesure que les jours passent. Par conséquent, je pense qu'il vieillira bien comme les vins frais. Ah ouais, il va bien vieillir. Donc, il lui faut un deuxième mandat ou pour qu'il soit vraiment bon? C'est-à-dire, vu les candidats qui se proposent à son remplacement, je préférerais que ce soit lui. Quels que soient les reproches qu'on puisse lui adresser par ailleurs. Merci. Je voudrais qu'on se quitte avec une citation qui est dans votre livre et que je trouve absolument sublime de Jean Paulhan qui disait « J'espère vivre jusqu'à ma mort ». C'est le grand défi de chacun d'entre nous. Vivre jusqu'à la mort et reculer le plus loin possible dans les saisons de la vie, l'âge de la vieillesse comme synonyme de dépendance et de faiblesse extrême.
Un immense merci, Pascal Bruckner. Merci Étienne. Merci C'était à vous. absolument passionnant. Merci à vous. Et vous savez, on se retrouve l'année prochaine pour un Futurapolis Santé numéro 4. Je ne sais pas si c'est un âge de raison, il faut attendre 7 pour l'âge de raison. On est mûrs très jeunes. Merci beaucoup. Merci à tous. Et juste donc pour vous signaler que le dernier ouvrage de Pascal Bruckner, Une brève éternité, est disponible au premier étage auprès de notre libraire avec une dédicace possible d'ici quelques minutes. Un très grand merci et comme l'a dit Étienne, à l'année prochaine. Merci beaucoup.